Elle ne m'a jamais aimé. Calme, nous sommes là. Respirez, poussez maintenant de toutes vos forces. Ma petite fille chérie, tu es tout pour moi. Je t'aime tant, mon cœur. Aïe, ça fait très mal. S'il vous plaît, prenez-la. Calme-toi. Pour elle, je l'avais déformée. Éloignez-la de moi. Elle a failli me tuer. Je suis sûr que maman va adorer, alors je vais le lui donner aujourd'hui. Regarde la broderie que j'ai faite pour toi, maman, jusqu'au jour où elle s'est enfin débarrassée de moi. Maman, 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 mère, maman, maman, mère, maman. Mais j'avais encore une utilité. Ta sœur s'est enfuie et tu vas te marier à sa place. Et n'ose pas dire non, sinon ce taudis de masure sera mis aux enchères dès aujourd'hui. La tempête qui rugissait à l'extérieur de l'hôtel particulier du bois semblait un écho du chaos qui se déroulait dans la chambre principale. Ce n'était pas une nuit de célébration, mais de bataille. Valérie, la matriarche dont la beauté était aussi affûtée que son ambition, criait tandis que son corps tentait d'expulser le futur de la dynastie. Le médecin, suant à grosses gouttes sous la lumière tremblante des lampes, annonça l'arrivée du premier enfant. Chloé glissa dans le monde en silence et avec grâce, une poupée de porcelaine qui pleura à peine, comme si elle savait déjà qu'elle était née pour être adorée. Valérie sourit, épuisée, tendant les bras pour recevoir son trophée, mais le soulagement fut brutalement interrompu. Une douleur lancinante, différente de tout ce que Valérie avait jamais ressenti, déchira son ventre. Le sang commença à jaillir, tachant les draps de soie importés d'un rouge alarmant. Il y en avait un autre. Le second enfant ne voulait pas sortir. Il luttait, blessait, exigeait un sacrifice pour respirer. Quand il fut finalement arraché du ventre maternel, la chambre sentait le fer et la peur. Le médecin lutta pour arrêter l'hémorragie de Valérie, qui sentait la vie s'échapper. En ouvrant ses yeux troubles par la quasi-mort, elle vit le second bébé hurlant à plein poumon, rouge et vibrant, tandis qu'elle, la mère, gisait brisée. Le regard de Valérie ne trouva pas l'amour, il trouva un ennemi. « Éloignez-la d'ici », murmura-t-elle d'une voix rauque de haine. « Elle a failli me tuer. Cet enfant n'est pas ma fille, c'est ma malédiction. » 10 ans passèrent, mais la froideur de cette nuit ne se dissipa jamais. L'hôtel particulier restait imposant, mais pour Clémence, c'était un labyrinthe d'ombre, où elle tentait en vain de trouver un rayon de lumière. Tandis que Chloé était vêtue de robes de soie raffinées et emmenée à des cours d'étiquette, Clémence observait des fentes des portes avec ses mains sales de peinture et de colle. Ce jour-là, elle avait passé des semaines à broder un foulard. Ses petits doigts étaient piqués par l'aiguille, mais le motif de pan doré était parfait. Le cœur battant contre ses côtes, elle entra dans le salon où Valérie prenait le thé avec des amis de la haute société. « Pour toi, maman, dit Clémence, tendant le tissu tremblant. » Les invités sourirent avec condescendance, mais le visage de Valérie resta un masque de marbre. Elle prit le foulard, analysa le travail minutieux et, sans détourner le regard des yeux remplis d'espoir de sa fille, se dirigea vers la cheminée. « Tu as des mains de servante, Clémence, pas de Dubois. » D'un mouvement fluide, elle laissa tomber le foulard sur les flammes. Clémence ne cria pas. Elle regarda simplement l'or fondre et le tissu se transformer en cendre, sentant quelque chose en elle durcir, comme une cicatrice se formant sur une plaie ouverte. Ce même après-midi, une voiture noire l'emmena loin. La destination n'était pas un pensionnat renommé, mais une ferme délabrée à des kilomètres de la civilisation, où vivait une grand-tante oubliée par la famille. Clémence ne regarda pas en arrière. Le luxe était resté derrière, mais pour la première fois, elle respirait un air qui n'était pas empoisonné. Le temps impitoyable et rapide avança. La fortune des Dubois, autrefois solide comme les montagnes, avait été rongée par des investissements désastreux et par le maintien d'une façade insoutenable. Désormais, l'unique salut avait un nom et un prénom. Thibault, le jeune magnate d'un empire industriel. Le mariage avec Chloé n'était pas seulement une union, c'était une transaction de sauvetage. L'hôtel particulier était décoré de fleurs qui coûtaient plus cher que la ferme où Clémence vivait. Et la presse de tout le pays attendait le mariage du siècle.
Mais dans la chambre de la mariée, le silence était le seul invité. Valérie entra tenant le voile incrusté de diamants pour ne trouver que le vide. La fenêtre était ouverte, les rideaux flottant au vent nocturne. Sur la coiffeuse, un billet écrit de la calligraphie élégante et égoïste de Chloé. « Je ne peux pas vivre dans une cage, même dorée. Je suis partie être heureuse. Ne me cherchez pas. » Le monde de Valérie s'effondra. Le scandale serait la fin. Les créanciers arriveraient le matin. Le magnate Thibault ne pardonnerait pas l'humiliation. Ce fut alors, au comble du désespoir, que le souvenir d'une pièce de rechange surgit dans son esprit. La fille rejetée, la jumelle oubliée. Clémence était au champ, la peau bronzée par le soleil et les mains calleuses par la terre, quand la limousine noire souleva la poussière sur le chemin de terre battue. Elle avait maintenant 23 ans, une beauté sauvage et digne qui contrastait avec le paysage aride. Quand elle vit sa mère descendre de la voiture, il n'y eut pas d'embrassade. Clémence savait que Valérie ne voyageait pas sans un motif égoïste. « Tu es devenue belle » s'étonna-t-elle, ignorant la saleté sur les vêtements de sa fille. « Ta sœur a eu un imprévu. Nous avons besoin de toi, Clémence. C'est ta chance de rentrer à la maison, d'avoir la vie que tu mérites. » Clémence rit, un son sec et sans humour. « J'ai la vie que je mérite ici, loin de ton venin. » Valérie durcit son regard. Le masque tomba. Elle tira une enveloppe de son sac de marque et la jeta sur la table en bois rustique où la grand-tante de Clémence, maintenant vieille et malade, comptait les pièces pour les médicaments. « Cette masure sera mise aux enchères lundi. Ta tante mourra dans un asile public, à moins que... » Valérie fit une pause dramatique. « À moins que tu ne prennes la place de Chloé. 3 ans. Un contrat. Tu fais semblant d'être l'épouse parfaite, tu donnes un héritier, ou tu maintiens les apparences, et je paie les dettes de cette ferme, et je garantis le traitement de la vieille. 23 millions d'euros pour ton silence et ton obéissance. » Clémence regarda sa tante, qui se tordait dans le coin de la pièce, étrangère à la négociation d'âme. L'amour pour la seule personne qui l'avait accueillie pesa plus lourd que l'orgueil. Clémence prit le stylo. Ses mains ne tremblèrent pas. Elle ne signait pas un mariage, elle signait un armistice. « 3 ans, dit Clémence d'une voix ferme. Et après, vous ne reverrez plus jamais mon visage. Quelle vie difficile notre protagoniste a eue, n'est-ce pas? Depuis sa naissance. Ça n'a jamais été facile pour elle, et l'art imite la vie. Notre histoire est fictive, mais nous savons que beaucoup de gens semblent parfois avoir des difficultés à avoir leur « heureux pour toujours ». Sera-ce le cas de cette histoire? Et pendant que nous continuons, nous pourrions vous demander de laisser un j'aime. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, ne manquez pas l'occasion de cliquer sur s'abonner car l'histoire va continuer et vous n'avez aucune idée de ce qui est encore à venir. La cérémonie fut un flou de couleurs vibrantes, de chants latins et de l'odeur entêtante du jasmin. Couverte d'un voile lourd qui cachait son visage et ses larmes séchées, Clémence devint Madame Dubois. Elle sentait les regards d'envie, sans savoir qu'elle marchait vers une prison bien plus froide que la ferme. La nuit de noces arriva. La chambre du magnate était vaste, froide et impersonnelle, dominée par les ombres et les meubles en acajou foncé. Clémence s'assit au bord du lit gigantesque, le cœur battant à tout rompre. Il y avait une partie d'elle, la petite fille qui avait brodé le foulard, qui nourrissait encore un espoir stupide et enfantin. Peut-être serait-il gentil, peut-être, contrairement à sa mère, verrait-il au-delà de son utilité. La porte s'ouvrit. Thibault entra. Il était imposant avec la gravité d'un homme qui porte des empires sur ses épaules, mais ses yeux étaient vides. Il sentait le whisky cher et l'épuisement. Il s'arrêta au milieu de la chambre, regardant Clémence, comme si elle était un meuble que quelqu'un avait mis au mauvais endroit. Il ne s'approcha pas pour lever le voile. Il n'y eut ni contact, ni mot de bienvenue. Thibault se dirigea vers le canapé, prit un oreiller et le jeta là, délimitant son territoire. « Soyons clairs, dit-il, la voix coupante comme du verre. Il sortit son téléphone de sa poche et lui tourna l'écran. La photo d'une femme éblouissante, moderne et souriante brillait sur l'écran. « Sophie, le monde extérieur pense que tu es ma reine. Il pense que j'ai gagné un prix,
Mais entre ces quatre murs, tu n'existes pas. Il rangea son téléphone en lui tournant le dos, tout en déboutonnant son habit de cérémonie. N'attends pas l'amour, Chloé. Mon cœur a déjà une propriétaire. Tu as été achetée pour sourire sur les photos et réchauffer la place à mes côtés lors de dîners ennuyeux. N'ose pas franchir la ligne vers ma vie réelle. Clémence resta immobile, sur le lit, le voile couvrant toujours son visage. L'humiliation brûlait plus que le feu qui avait détruit sa broderie des années auparavant. Elle n'était pas Chloé, mais il ne se souciait même pas de savoir qui se trouvait sous ce tissu rouge. Elle était piégée dans un hôtel particulier, mariée à un étranger qui aimait un fantôme, vendue par une mère qui la haïssait. Cette nuit-là, tandis que Thibaut dormait sur le canapé et qu'elle restait éveillée à écouter sa respiration, Clémence comprit la vraie nature du contrat. Elle n'avait pas seulement vendu 3 ans de sa vie, elle était entrée volontairement en enfer et la seule issue serait de le traverser. Le soleil du matin inonda la chambre à travers les lourds rideaux de soie, mais n'apporta aucune chaleur. Clémence se réveilla au même endroit où elle s'était endormie, recroquevillée au bord du lit impérial, encore vêtue de la robe rouge froissée de la cérémonie, tandis que le canapé de velours de l'autre côté de la pièce était déjà vide. Thibaut était parti avant même qu'elle n'ouvre les yeux. Son absence était un soulagement et une gifle. Elle confirmait que la nuit précédente n'avait pas été un cauchemar induit par la fatigue, mais l'inauguration de sa nouvelle réalité. Elle se leva, les bijoux pesant comme des menottes à ses poignets et à son cou, et se dirigea vers le miroir. L'image réfléchie était celle d'une grande dame, d'une reine, mais les yeux appartenaient à la fille de la campagne qui avait été vendue pour sauver le toit de sa tante. Elle frotta son visage, essayant d'effacer la sensation d'impureté, et enfila une robe plus simple en mousseline couleur pêche, essayant de se convaincre qu'elle pourrait jouer le rôle. Si le monde voulait Chloé, elle leur donnerait Chloé, mais elle le ferait à ses propres conditions. Descendre pour le petit déjeuner fut comme entrer dans une tranchée ennemie. La salle à manger était vaste, avec des plafonds voûtés et des lustres de cristal, qui semblaient juger sa présence. Thibaut n'était pas là. La longue table, en bois sombre et poli, était dressée pour une armée, mais une seule place était servie. Clémence s'assit, sentant les regards des domestiques brûler dans son dos. Il murmurait. Il savait que le mariage avait été arrangé à la hâte. Il connaissait les rumeurs sur la personnalité volatile de Chloé. Ils attendaient des cris, des exigences de fruits exotiques ou des plaintes sur la température du thé. Clémence, les mains tremblantes, tenta de se servir du sucrier en argent. Le poids de l'objet, combiné à la nervosité d'être observé comme un animal de zoo, fut trop lourd. La porcelaine fine glissa, le bruit de la tasse se brisant contre le marbre importé résonna comme un coup de feu. Le silence qui suivit fut absolu. Un rire étouffé échappa à l'une des jeunes femmes de chambre, rapidement réduit au silence par un coup de coude du maître d'hôtel. Clémence se figea. L'ancienne Chloé aurait renvoyé la jeune fille sur le champ. La Chloé qu'ils attendaient aurait crié à l'incompétence du fabricant de la tasse. Clémence sentit son visage brûler, la honte lui montant au cou. « Laissez, madame, nous nous en occupons », dit le maître d'hôtel, s'approchant avec une formalité glaciale, faisant déjà signe à un autre domestique d'apporter le balai. Mais Clémence était déjà en mouvement. L'instinct de la ferme, où rien ne se gaspille et personne ne sert personne, parla plus fort. Elle ignora le protocole et glissa de sa chaise, s'agenouillant sur le sol froid. De ses propres mains, elle commença à ramasser les tessons tranchants de porcelaine et les restes de thé et de lait qui tachaient le sol immaculé. « Madame, s'il vous plaît, levez-vous !» Le maître d'hôtel semblait horrifié, non par la saleté, mais par la rupture de la hiérarchie sacrée de cet hôtel particulier. Une reine ne s'agenouille pas. Une reine ne touche pas aux ordures. « C'est bon », murmura Clémence, la voix ferme malgré le tremblement de ses mains.
Elle rassembla les fragments dans la paume de sa main, sans se soucier du filet de sang qui perla sur son index, où une arête coupante avait effleuré la peau. « C'était ma faute, je nettoie. » Du haut de l'escalier de marbre, une figure observait en silence. La matriarche, grand-mère de Thibaut, s'appuyait sur sa canne d'ébène. Ses yeux vieux et perspicaces, comme ceux d'une aigle. Ils se fixèrent sur la jeune mariée agenouillée sur le sol, nettoyant son propre désordre avec une humilité que Chloé n'avait jamais possédée en 20 ans de vie futile. La vieille dame ne dit rien, mais une ride de curiosité marqua son front. Ce n'était pas la jeune fille gâtée qu'elle connaissait. Il y avait quelque chose de différent dans ce dos courbé au service. Les jours qui suivirent furent un exercice de solitude au milieu de l'opulence. Thibaut était un fantôme dans sa propre maison. Il partait avant l'aube et revenait quand l'odeur du whisky imprégnait déjà ses vêtements. Quand il se croisait dans les couloirs, il regardait à travers elle, comme si elle était faite de verre. Elle apprit à naviguer dans l'hôtel particulier, évitant les ailes où il travaillait, se réfugiant dans la bibliothèque ou les jardins, où elle pouvait se salir les mains de terre et faire semblant, quelques instants, d'être de retour chez sa tante. Mais la barrière invisible entre eux était sur le point d'être testée par la fragilité humaine. Des pluies torrentielles s'abattaient sur les fenêtres de l'hôtel particulier la 3e semaine. Thibaut rentra plus tôt ce soir-là, mais ne marchait pas avec sa posture habituelle d'empereur. Il trébuchait. Son visage était grisâtre, son front brillant d'une sueur froide. Il congédia les domestiques d'un geste irrité et tenta de monter les escaliers, mais ses genoux cédèrent à mi-chemin. Clémence, qui lisait dans le hall, laissa tomber son livre et courut. Elle le soutint avant qu'il ne tombe, son corps brûlant contre le sien. Il était lourd, un poids mort de muscles et d'épuisement, mais l'adrénaline lui donna la force nécessaire pour crier à l'aide et le conduire à la chambre principale. Les médecins de la famille vinrent et diagnostiquèrent une fièvre virale agressive, et courante à cette période de l'année, mais dangereuse si elle n'était pas contrôlée. Ils laissèrent des médicaments et des instructions promettant de revenir le matin. L'hôtel particulier plongea dans le silence de l'aube, et les domestiques, craignant le tempérament du maître, restèrent à distance. Clémence resta. Elle tira une chaise au bord du lit, observant l'homme qui la méprisait se contorsionner dans des délires. L'arrogance avait disparu, ne laissant qu'un corps humain luttant contre le feu intérieur. Elle vit que les remèdes occidentaux mettaient du temps à faire effet. Thibaut gémissait, la respiration courte et saccadée. Clémence se rendit à la cuisine, ignorant les regards endormis des cuisiniers, et prépara une infusion ancienne que sa tante lui avait enseignée. Du gingembre, du basilic et du miel, avec des compresses d'eau glacée mélangées à de l'eau de rose. De retour dans la chambre, elle devint sa gardienne. Toutes les heures, elle changeait les serviettes sur son front. Elle déboutonna sa chemise, passant le linge humide sur sa large poitrine, sentant la pulsation frénétique de son cœur sous la paume de sa main. Il y avait une intimité là-dedans qui la rendait étourdie. Toucher sa peau sans permission, prendre soin de lui comme s'il était à elle, créait un lien unilatéral et dangereux. Pour la première fois, elle pouvait regarder son visage sans y voir le mépris. Il paraissait plus jeune, moins cruel. « Reste !» murmura-t-il. La voix rauque, la main cherchant aveuglément quelque chose dans le drap, le cœur de Clémence fit un bond douloureux dans sa poitrine. Elle lui tint la main, entrelaçant ses doigts. « Je suis là, Thibaut, je suis là !» Il lui serra la main avec une force désespérée, tournant son visage vers sa voix. Ses yeux s'entr'ouvrirent, fiévreux et vitreux, ne se fixant sur rien de réel. Un sourire faible, presque enfantin, courba ses lèvres. « Sophie !» Il soupira, le nom sortant comme une prière. « Ne pars pas, Sophie !» Clémence se figea. La chaleur de sa main sembla soudain brûler sa peau. Elle retira sa main comme si elle avait touché des braises. Le nom de l'autre femme flotta dans l'air étouffant de la chambre, empoisonnant le moment de soin. Il ne tenait pas la main de son épouse. Il tenait la main d'un fantôme. Les larmes lui piquèrent les yeux, mais elle les ravala. Elle n'avait pas le droit de pleurer.
Le contrat était clair. Elle se leva, la posture rigide, et changea la compresse sur son front, avec des mouvements mécaniques. Elle prendrait soin de lui, jusqu'à ce que la fièvre baisse, non par amour, mais parce que c'était son devoir, et parce qu'au fond d'elle, elle savait qu'elle était assez forte pour aimer pour eux deux, même si cela la détruisait. Le lendemain matin, la fièvre céda. Thibault se réveilla faible, l'esprit embrumé. Il la trouva dormant inconfortablement dans le fauteuil à côté du lit, la bassine d'eau et les linges usagés témoignant de la veillée nocturne. Il observa son visage, serein dans le sommeil, dépourvu du maquillage lourd que Chloé avait l'habitude d'utiliser. Il y avait de profondes cernes sous ses yeux. Pendant une brève seconde, une pointe de culpabilité perça son armure. Il se souvenait de mains fraîches sur sa peau et d'une voix douce. Mais le souvenir était mêlé à des rêves de Sophie. Il s'assit et le mouvement la réveilla. Ses yeux s'ouvrirent, instantanément alertes. Il n'y eut pas de bonjour affectueux. Elle se leva, lissa sa robe et vérifia sa température du revers de la main d'un geste professionnel et distant. « La fièvre a baissé, dit-elle, la voix neutre. Je vais demander qu'on vous apporte votre café. » Thibault ouvrit la bouche pour remercier, mais elle sortait déjà de la chambre, refermant la porte avec une douceur qui semblait plus définitive qu'un coup violent. Quelques jours plus tard, la tension dans l'hôtel particulier changea de nature. Ce n'était plus le silence de la maladie, mais le bruit de l'échec imminent. Thibault était dans le bureau principal, une salle imposante, tapissée d'acajou, entourée d'avocats et de 3 hommes d'apparence rustique, mais aux vêtements chers. C'étaient des investisseurs du secteur agricole, des dirigeants de coopératives qui contrôlaient la production de coton de la région. L'entreprise de Thibault avait désespérément besoin de conclure un contrat de fourniture exclusive pour sa nouvelle ligne textile, une tentative de moderniser l'héritage familial. Clémence passait dans le couloir, avec un plateau de thé, une tâche qu'elle insistait pour faire, à l'horreur des domestiques, quand elle entendit les voix altérées. La porte était entr'ouverte. « Monsieur ne comprend pas, » dit l'un des hommes. Un vieil homme à moustache blanche et aux mains calleuses. « Le sol de la région nord est épuisé. Votre proposition de monoculture intensive va tuer la terre en 2 ans. Nous ne pouvons pas signer cela. Peu importe l'argent que vous mettez sur la table, c'est absurde, » rétorqua Thibault, la voix tendue, frappant la main sur une carte étalée sur la table. Il utilisait des termes de marché, parlait de rendement et de matières premières, essayant d'intimider les hommes avec son anglais d'HEC et son arrogance urbaine. La technologie que nous apportons compensera. Vous êtes bloqué dans des méthodes archaïques. Si vous ne signez pas, je chercherai des fournisseurs dans un autre département. Alors, cherchez, dit l'homme se levant, offensé. Mais sachez que le coton de là-bas n'a pas la fibre dont vous avez besoin pour ce tissu de luxe. Monsieur connaît les chiffres, mais il ne connaît pas la terre. L'affaire s'effondrait. Thibault était pâle de rage et de frustration. Il savait que perdre ses fournisseurs serait un désastre pour les actionnaires. Ce fut à ce moment que Clémence poussa la porte avec sa hanche et entra. Le silence tomba dans la pièce. Thibault la regarda avec impatience. « Pas maintenant, Chloé, sors !» Clémence ignora l'ordre. Elle posa le plateau sur la table d'appoint et se dirigea vers la carte qu'ils discutaient. Ses yeux balayèrent les marques topographiques. Elle connaissait cette région. La ferme de sa tante se trouvait à quelques kilomètres de la frontière de ce district. « Il a raison, Thibault, » dit-elle, la voix claire et calme coupant la tension. Elle ne regarda pas son mari, mais l'homme à la moustache blanche. Le sol du Nord est trop argileux pour les machines lourdes que le projet prévoit. Il va compacter la terre et étouffer les racines à la première forte pluie. Thibault resta bouche bée. Les investisseurs cessèrent de ramasser leurs dossiers. Le chef du groupe regarda cette femme sophistiquée avec une surprise sincère. « Madame s'y connaît en sol », demanda-t-il sceptique. « Je comprends que si vous faites la rotation avec des légumineuses pendant l'intersaison, au lieu de laisser le sol nu, vous récupérez l'azote, » continua Clémence, parlant maintenant dans le patois local, abandonnant l'anglais formel.
Elle montra la carte. Et si vous utilisez le système d'irrigation au goutte à goutte ici sur le versant est au lieu de l'aspersion, vous économisez de l'eau et évitez l'érosion que vous craignez. Le rendement sera moindre la première année, oui, mais en 3 ans, vous doublez la production avec une qualité de fibre longue. C'est ce qui garantit le contrat à long terme. L'homme à la moustache lissa son menton, échangeant un regard impressionné avec ses compagnons. Elles parlaient leur langue, non la langue de l'argent, mais la langue de la récolte, de la pluie et de la sueur. Rotation avec des légumineuses, murmura l'homme se rasseyant. Cela pourrait fonctionner, cela réduirait nos coûts en engrais chimiques. Clémence se tourna vers Thibault, qui la fixait comme si elle venait de pousser une seconde tête. Il y avait du choc dans ses yeux, mais aussi quelque chose de nouveau, quelque chose de dangereux, un respect intellectuel. Elle n'était pas seulement un joli visage ou une infirmière dévouée, il y avait un esprit vif derrière ses yeux tristes. « Refaites la clause d'irrigation, Thibault, » dit-elle doucement, redevenant l'épouse obéissante, mais avec une autorité indéniable. « Et ils signeront. » Elle servit le thé tandis que Thibault et les hommes, maintenant engagés et animés, redessinaient l'accord. Quand les investisseurs serrèrent la main de Thibault, le soulagement sur son visage était palpable. Il ferma la porte dès qu'ils furent partis et se tourna vers elle. L'air entre eux vibrait d'une électricité différente. Ce n'était pas encore du désir, non, c'était de la curiosité. « Où avez-vous appris cela ?» demanda-t-il, faisant un pas vers elle. La Chloé que je connaissais savait à peine faire la différence entre une rose et une tulipe. Vous avez parlé d'azote et de compactage du sol comme une ingénieure agronome. Qui êtes-vous ? La question plana dans l'air, lourde de la vérité qu'elle ne pouvait révéler. Clémence sentit la panique bouillonner. Elle était allée trop loin. Elle avait laissé tomber le masque pour sauver son entreprise. « Je lis beaucoup, Thibault, » mentit-elle, détournant le regard vers la fenêtre. « L'ennui dans cet hôtel particulier est un grand professeur. » Thibault l'étudia longuement, essayant de déchiffrer l'énigme. Pour la première fois, il ne vit pas l'ombre de Sophie ou la futilité de Chloé. Il vit une femme qu'il avait sauvée 2 fois, une de la fièvre, une de la faillite. « Merci, » dit-il. Le mot sonna étrange dans sa bouche, rouillé par le désuétude. Clémence se contenta de hocher la tête et sortit de la pièce, le cœur battant à tout rompre. Elle avait gagné son respect, mais elle savait que c'était un jeu dangereux. Plus il la voyait, plus il était proche de découvrir la farce. Ironiquement, plus il l'admirait, plus il devenait difficile pour elle de maintenir la distance nécessaire pour survivre à ce contrat. Elle construisait le pont vers son cœur, pierre par pierre, sans savoir qu'elle pavait seulement le chemin de sa propre destruction quand la véritable propriétaire de ce cœur reviendrait. Le patio intérieur de l'hôtel particulier, généralement un sanctuaire de silence et de pierres froides, avait été transformé en un chaos vibrant de cramoisie, de safran et d'indigo. C'était la fête des couleurs. Et pour la première fois depuis des années, les portes de marbre étaient ouvertes à autre chose qu'à d'austères négociations. L'air sentait le jasmin écrasé, les épices douces et une électricité dangereuse qui n'avait rien à voir avec la tempête qui se formait à l'horizon. Clémence observait depuis le balcon, les doigts blancs serrant le parapet de grès. Elle portait une simple robe blanche, la toile vierge, exigée par la tradition, mais son cœur était teinté de peur. Les derniers mois avaient été un jeu d'échecs où elle déplaçait les pièces de Chloé avec la stratégie d'une survivante. Mais aujourd'hui, le jeu semblait différent. Thibault était en bas, au milieu de la foule d'employés et d'invités, et il riait. Un rire rauque, désinhibé, qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Il vida un verre de punch festif, une boisson épicée et, inévitablement, une dose généreuse d'un ingrédient enivrant, et ses yeux balayèrent la terrasse jusqu'à la trouver. Il n'y eut pas le mépris habituel, pas l'indifférence glaciale de l'homme qui avait jeté un oreiller sur le canapé la nuit de noces. Il y avait une invitation. Avant qu'elle ne puisse se retirer dans la sécurité des ombres, Thibault monta les escaliers, 2 marches à la fois, avec une énergie juvénile qui désarmait la posture rigide du magnate. Il était couvert de poudre bleue et rose, ses cheveux sombres et bourriffés.
Sa chemise de lin tachée et collée à sa poitrine par la sueur et l'humidité pré-orageuse. « Tu es trop propre pour une épouse », provoqua-t-il, la voix traînante par l'effet de la boisson, s'arrêtant à quelques centimètres d'elle. La chaleur qui émanait de son corps était une offense à l'air conditionné de l'hôtel particulier. « Je préfère observer, Thibaut, » répondit-elle, essayant de garder la voix ferme, bien que le pouls dans son cou trahisse son anxiété. Quelqu'un doit garder son sang-froid. « Chloé, » dit-il, mais le nom sonna différemment, comme s'il testait le poids du mot, ou peut-être réalisait-il que le nom ne convenait pas à la femme devant lui. « Je suis fatigué du sang-froid, je suis fatigué de vivre dans un musée. » D'un mouvement rapide, il sortit une poignée de poudre rouge de sa poche. Clémence retint sa respiration, s'attendant à l'agressivité, mais son toucher fut étrangement doux. La grande main de Thibaut s'aplatit contre sa joue, le pouce traçant la ligne de sa mâchoire, laissant une trace de couleur qui ressemblait à du sang frais contre sa peau pâle. Il ne la marqua pas comme sa propriété. Il la toucha comme si elle était quelque chose de précieux et de fragile. Le ciel, complice de ce moment de folie, se rompit. La pluie tomba, lourde et tiède, lavant la poudre du patio, mais mélangeant les couleurs sur leurs vêtements, transformant le blanc immaculé de Clémence en une aquarelle chaotique. La musique en bas augmenta, les tambours étouffant le son de la raison. Clémence aurait dû reculer. Elle savait que cet homme tombait amoureux d'un mirage, d'une performance. Mais quand Thibaut lui saisit la taille et la tira sous la pluie, la faisant tourner jusqu'à ce que le monde ne soit plus qu'un flou d'eau et de couleurs, elle se permit d'oublier. Elle rit. Non pas le rire policé qu'elle avait entraîné devant le miroir pour imiter sa sœur, mais le rire guttural et honnête de la petite fille qui avait grandi en courant dans les champs de blé. Thibaut s'arrêta, fasciné par le son, et l'embrassa. Ce ne fut pas le baiser protocolaire d'un contrat. C'était affamé, désespéré, avec un goût de pluie et d'amande douce. Là, sous le déluge, les barrières de classe, les mensonges et le fantôme de Sophie furent momentanément emportés par le torrent. La nuit tomba, apportant une intimité que l'hôtel particulier n'avait jamais vue. La chambre, auparavant divisée par une muraille invisible de ressentiment, devint petite. Les vêtements mouillés furent laissés sur le sol de marbre. Pour la première fois, Thibaut n'éteignit pas la lumière. Il voulait la voir. Chaque minuscule cicatrice sur ses mains, marque du travail à la ferme qu'elle tentait toujours de cacher, fut parcourue par ses lèvres avec une révérence qui la fit trembler. « Qui êtes-vous » demanda-t-il à nouveau entre les baisers, la voix rauque contre la peau de son cou, mais cette fois-ci, il n'attendit pas de réponse. « Peu importe qui vous êtes, ne partez pas. » Clémence ferma les yeux, les larmes coulant sur l'oreiller. Elle livra son corps et dangereusement son cœur, tissant l'illusion que 3 ans pourraient s'étirer pour l'éternité. Ce matin-là, nichée contre sa poitrine, écoutant la respiration de Thibaut s'apaiser dans le sommeil, elle crut qu'elle avait gagné. Le bijou de la honte était devenu le joyau de la couronne. Le réveil fut brutal, non par le bruit, mais par le silence qui le précéda. La lumière du matin entrait dorée par les fentes des lourds rideaux. Clémence s'étira, tâtonnant le côté du lit, à la recherche de la chaleur de Thibaut. Il était là, éveillé, l'observant avec un sourire paresseux et satisfait qui lui serra l'estomac de bonheur. Il ouvrit la bouche pour parler, l'expression douce de quelqu'un qui va avouer quelque chose d'important. Peut-être la promesse d'annuler la clause de divorce. Le son du téléphone coupa l'air comme un cri. Thibaut fronça les sourcils, irrité par l'intrusion, et tendit le bras pour prendre l'appareil sur la table de chevet. Clémence observa le changement physique se produire en temps réel. Ce fut comme voir une statue se fissurer. Le sourire mourut, la couleur s'échappa de son visage. La posture détendue devint rigide, militaire. L'homme qu'il avait aimé quelques heures auparavant disparut, remplacé par l'étranger hanté qu'elle avait connu à l'hôtel. Sophie, sa voix faillit, un murmure incrédule. Le nom frappa Clémence comme une gifle physique. Elle s'assit sur le lit, tirant le drap pour couvrir sa nudité qui semblait soudain honteuse. Thibaut écoutait, les yeux écarquillés, la respiration courte.
Où? À l'aéroport, malade. Non, ne bouge pas. J'arrive tout de suite. Il raccrocha et sauta du lit, cherchant déjà son pantalon, se déplaçant avec une urgence aveugle. Il ne regarda même pas Clémence. C'était comme si elle était devenue invisible. Ou pire, un obstacle gênant au milieu de la pièce. « Thibault !» appela-t-elle, la voix tremblante. « Que s'est-il passé ?» Il s'arrêta à la porte, boutonnant sa chemise de doigts tremblants. Quand il se tourna enfin vers elle, ses yeux étaient vides de l'adoration de la veille. Il n'y avait que la panique et une culpabilité ancienne, toxique. « Elle est revenue, elle a besoin de moi, dit-il. Les phrases courtes, automatiques. Elle est seule et elle dit qu'elle est mourante. Et nous? La question échappa aux lèvres de Clémence avant qu'elle ne puisse la retenir. Que s'est-il passé hier soir? Thibault passa la main dans ses cheveux, une expression de tourment traversant son visage, mais il se durcit rapidement. Sa priorité était claire. Son histoire avec Sophie n'était pas un chapitre clos, c'était le livre entier. Clémence n'était qu'une note de bas de page. « Hier, c'était l'alcool, la fête, » dit-il, évitant son regard, se fixant sur la poignée de la porte. « Préparez la chambre d'amis de l'aile est et demandez au chauffeur de préparer la voiture. » Il sortit sans regarder en arrière, laissant la porte ouverte. Le couloir froid engloutit la chaleur qui restait dans la chambre. Clémence resta assise sur le lit défait, sentant son odeur sur sa peau, son goût dans sa bouche, tandis que la réalité s'effondrait sur sa tête. Elle n'était pas l'épouse, elle ne l'avait jamais été. Elle était la remplaçante, le pansement temporaire pour une blessure qui n'avait jamais cicatrisé. Les heures suivantes furent un flou d'activité mécanique. Clémence enfila son armure, une robe de soie impeccable, des bijoux discrets, les cheveux noués en un chignon sévère. Elle descendit à la cuisine, ignorant les regards curieux des domestiques qui chuchotaient sur le départ abrupt du patron. De ses propres mains, elle commença à préparer le dîner. Couper les légumes était thérapeutique. Le rythme du couteau contre la planche l'empêchait de crier. Elle prépara les plats préférés de Thibault, assaisonnant le plat en sauce avec un espoir fou et têtu. Peut-être la ramènerait-il juste pour l'aider. Peut-être réaliserait-il, en la voyant, que le passé n'avait plus sa place dans le présent. Le bruit des pneus qui crissaient sur le gravier de l'entrée principale annonça la fin de l'attente. Clémence lissa sa robe, inspira profondément pour contenir le tremblement de ses mains et se dirigea vers le hall. Les doubles portes s'ouvrirent. Thibault entra, portant une petite valise, le visage marqué d'une gravité solennelle, et appuyé sur son bras se trouvait Sophie. Sophie ne semblait pas mourante. Elle était pâle, oui, et mince, vêtue de vêtements occidentaux, coûteux, qui semblaient crier la modernité contre la tradition de l'hôtel particulier. Mais ses yeux étaient vifs, prédateurs, balayant le hall avec la familiarité de celle qui revendique un territoire perdu. Quand le regard de Sophie se posa sur Clémence, il y eut une lueur de reconnaissance et, immédiatement après, de dérision. « Thibault !» Clémence fit un pas en avant, essayant de maintenir la dignité de maîtresse de maison. « Le dîner est servi. J'ai pensé que... » Thibault leva la main, l'interrompant. Il semblait épuisé, déchiré, mais le poids de Sophie à son bras était une ancre qui le tirait vers le fond. « Sophie restera avec nous, » annonça-t-il, la voix résonnant sous le haut plafond du hall. Ce n'était pas une demande, c'était un décret. Elle n'a nulle part où aller. Sa famille l'a reniée quand elle est partie. « Avec nous ?» Clémence répéta le mot amer sur sa langue. Sophie laissa échapper un léger gémissement, théâtral, portant la main à son front. Thibault se pencha immédiatement vers elle, murmurant des mots de réconfort que Clémence n'avait jamais reçus sans avoir à saigner pour eux. « Elle a besoin de soins constants, » dit Thibault, se tournant vers Clémence avec un regard qui implorait la compréhension, mais n'offrait que de la cruauté. « Toi, tu es douée pour ces choses, Chloé. Tu as pris soin de moi quand j'avais de la fièvre. Tu peux t'occuper d'elle. » Le monde de Clémence s'arrêta. Il ne ramenait pas seulement son amante à la maison. Il rabaissait sa femme au rôle de servante de la femme qui avait détruit son cœur.
Il utilisait la gentillesse que Clémence lui avait montrée comme un outil pour servir l'autre. « Je suis votre épouse, Thibaut », dit-elle d'une voix basse, dangereusement calme. « Pas votre infirmière, et certainement pas sa bonne. » Sophie sourit. Ce fut un mouvement minuscule, presque imperceptible, caché sur l'épaule de Thibaut, mais Clémence le vit. « S'il te plaît, Chloé, » dit Thibaut, impatient maintenant, « ne rends pas les choses difficiles. C'est une question humanitaire. Où est ta compassion ?» L'ironie était acide. Sa compassion lui avait sauvé la vie, sauvé son entreprise, et maintenant elle était utilisée pour lui couper la gorge. « La chambre d'amis est prête, » dit Clémence, sentant quelque chose mourir dans sa poitrine. Ce n'était pas l'amour, malheureusement. L'amour était trop résistant. Ce qui mourait, c'était le respect. « Mais n'attendez pas de moi que je la serve. » Elle se tourna pour partir, mais la voix de Sophie l'arrêta, douce et venimeuse, comme un sirop gâté. « Merci, ma chère. Thibaut m'a dit à quel point vous avez été pratique pour la gestion de la maison. C'est bon de savoir qu'il est entre des mains si efficaces. » Clémence s'arrêta, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes jusqu'à ce que la peau cède. « Pratique ?» Le mot plana dans l'air, définissant les 3 dernières années, effaçant la pluie, les couleurs et la passion de la nuit précédente. Elle ne regarda pas en arrière, monta les escaliers le dos droit, entendant les pas de Thibaut et Sophie résonner vers l'aile est, le bruit de leurs chaussures sur le marbre, sonnant comme des clous martelés dans un cercueil. La fête des couleurs était finie, le monde était maintenant gris, et la vraie bataille pour la survie, non pas du contrat, mais de sa propre âme, venait de commencer. La faim écorchait les parois internes de Clémence, une douleur sourde qui montait le long de sa colonne vertébrale et s'installait à la base de son crâne. Le rituel ancestral du jeûne des épouses avait toujours été sacré, un sacrifice silencieux où l'épouse se privait d'eau et de nourriture pour marchander avec les dieux la longévité de son mari. Clémence jeûnait depuis l'aube, la gorge aride comme le désert d'où elle venait, mais ce qui la déshydratait vraiment n'était pas le manque d'eau, c'était la sécheresse émotionnelle qui se propageait dans cet hôtel particulier de marbre froid. Elle était sur la terrasse, entourée d'autres femmes de la haute société qui avaient été invitées à la cérémonie. Elle riait, exhibant du henné frais sur les mains et des bijoux qui coûtaient plus cher que la ferme de sa tante. Clémence se sentait une imposture, enveloppée de soie rouge, la robe trop lourde pour ses épaules fatiguées. Ses yeux balayaient l'entrée de la terrasse sans cesse, cherchant la silhouette de Thibaut. Le soleil s'était déjà couché, teintant le ciel d'un violet profond et mélancolique. Et la lune, l'arbitre final du jeûne, commençait à apparaître comme une lame d'argent à l'horizon. Le murmure des femmes cessa lorsque Thibaut apparut. Il était impeccable dans un habit de cérémonie crème, mais son visage portait la tension des dernières semaines. Il semblait épuisé, les yeux cernés, l'esprit clairement ailleurs, probablement dans l'aile est, où Sophie maintenait sa cour d'exigence et de maladie mystérieuse. Le cœur de Clémence s'accéléra, un battement douloureux contre ses côtes. Pendant une seconde, juste une seconde, elle s'autorisa la fantaisie. Il marcherait vers elle, offrirait la gorgée d'eau sacrée, et le rituel laverait les humiliations récentes. Mais il ne vint pas seul. Sophie apparut juste derrière lui, appuyée sur le bras de Thibaut, comme si ses os étaient faits de verre. Elle n'aurait pas dû être là. Le rituel était pour les épouses, pour celles qui sacrifiaient, pas pour celles qui prenaient. Sophie portait une robe occidentale légère, un contraste choquant avec la formalité traditionnelle environnante, et son visage affichait une pâleur qui semblait calculée, accentuée par un maquillage stratégique. « La lune est magnifique, n'est-ce pas ?» murmura Sophie, assez fort pour que le silence gênant amplifie sa voix. Clémence fit un pas en avant, tenant la passoire de cérémonie de main tremblante. Elle devait regarder la lune à travers la passoire et ensuite regarder le visage de son mari. C'était la tradition. Thibaut s'arrêta devant elle, mais ses yeux ne rencontrèrent pas ceux de Clémence. Il regardait Sophie, inquiet, ajustant le châle sur les épaules de son amante. « Finissons-en vite, Clémence, » dit Thibaut, la voix dénuée de toute sacralité. Sophie ne se sent pas bien avec la fraîcheur de la nuit. Clémence leva la passoire,
À travers la maille fine, elle vit la lune. Puis elle baissa la passoire pour voir le visage de son mari, mais ce qu'elle vit fut la panique. Au moment exact où le rituel atteignait son apogée, Sophie laissa échapper un soupir théâtral, portant la main à son front. Ses genoux cédèrent avec une grâce étudiée. Avant qu'elle ne puisse toucher le sol, Thibaut la soutenait déjà, oubliant complètement la femme qui se tenait devant lui, affamée et dévouée. « De l'eau, que quelqu'un apporte de l'eau !» cria Thibaut. Le désespoir authentique dans sa voix déchirait l'air nocturne. Un domestique courut avec le plateau qui contenait le verre de cérémonie de Clémence. Thibaut arracha le verre du plateau, l'eau qui aurait dû rompre le jeûne de son épouse, l'eau qui symbolisait l'union de leur vie, fut portée aux lèvres de Sophie. Clémence regarda, paralysée, son mari verser le liquide dans la bouche de la femme qui détruisait son foyer. Le bruit de Sophie buvant, suivi d'un soupir de soulagement exagéré, fut le seul bruit sur la terrasse. Les invités détournèrent le regard, gênés par l'humiliation publique de l'hôtesse. Le monde de Clémence vacilla, les bords de sa vision s'obscurcirent. Ce n'était pas seulement la faiblesse physique, c'était le poids écrasant de l'insignifiance. Elle avait donné sa santé, son travail, sa dignité et sa loyauté. En retour, il ne l'avait même pas vue. Le verre était vide. Le pacte avec les dieux était rompu. Les jambes de Clémence cédèrent. Elle ne tomba pas avec la grâce théâtrale de Sophie. Elle s'effondra comme une structure dont la fondation avait été implosée. Le marbre froid frappa son visage, mais l'obscurité fut la bienvenue. La dernière chose qu'elle entendit ne fut pas la voix de son mari l'appelant, mais lui demandant à Sophie si elle pouvait marcher. Clémence resta en arrière, une tache rouge de soie sur le sol de pierre, invisible même dans son effondrement. Quand elle se réveilla, la lune était déjà haute et indifférente dans le ciel. Clémence était dans sa chambre, pas à l'hôpital, pas dans les bras de son mari. Une jeune domestique, les yeux embués de pitié, changeait une compresse sur son front. « Monsieur Thibaut !» commença la jeune fille hésitante. « Est avec elle !» compléta Clémence. Sa voix était rauque, éraillée. « Je sais. » Clémence congédia la domestique d'un faible geste. Elle avait besoin d'eau, mais la soif avait changé. Maintenant, elle avait soif de vérité. Elle se leva, s'appuyant sur les lourds meubles en acajou, sentant le vertige aller et venir comme des vagues dans une marée. Elle marcha dans les couloirs silencieux de l'hôtel particulier, guidée par une force qui ne venait pas de ses muscles, mais d'une rage froide et cristallisée. Elle trouva Sophie dans le petit salon adjacent à l'aile des invités. Thibaut n'était pas là. Sophie était allongée sur une chaise longue, mangeant des raisins dans une coupe de cristal, la maladie mortelle miraculeusement guérie. En voyant Clémence arrêtée à la porte comme un spectre vengeur, Sophie ne fut pas effrayée. Elle sourit. « Tu as mis du temps à te réveiller, » dit Sophie, mordant un raisin lentement. « Thibaut était inquiet, bien sûr, mais je lui ai dit que tu étais une fille forte. Vous, les plus pauvres, êtes faits d'un matériau plus résistant. » Clémence entra dans la pièce. La faiblesse physique avait disparu, remplacée par une clarté tranchante. « Tu n'es pas malade, » affirma Clémence. Ce n'était pas une question. « Bien sûr que non, ma chère, » rit Sophie, un son tintinabulant et vide. « Mais Thibaut a besoin de sentir qu'il sauve quelqu'un. Les hommes comme lui adorent être des héros. Et toi, eh bien tu es trop autonome. Tu résous les problèmes, tu répares les affaires, c'est admirable, vraiment, mais ce n'est pas passionnant. » Sophie se leva et marcha vers Clémence. La proximité révélant l'odeur entêtante de son parfum coûteux, une douceur qui masquait la pourriture. « Il me l'a dit, tu sais ?» murmura Sophie, les yeux brillants de malice. « Il a dit que tu étais pratique, que tu avais organisé sa vie quand il était dans le chaos. » Il est reconnaissant, Chloé, comme on est reconnaissant envers une gouvernante efficace ou une comptable compétente. Mais moi je suis le désordre qu'il ne peut pas nettoyer. Je suis la dépendance. Toi, tu es le contrat de location, ma chère. Je suis la propriétaire de la maison, même sans le titre. Le mot « louer »
résonna dans l'esprit de Clémence, se mêlant aux souvenirs de sa mère biologique qui l'avait vendue, de sa tante qui avait besoin d'argent, de son mari qui l'avait utilisé. Sophie avait raison. Elle avait été une marchandise depuis sa naissance. L'erreur de Clémence n'avait pas été d'être vendue, c'était de croire que si elle polissait la marchandise suffisamment, l'acheteur finirait par l'aimer. « Profitez des raisins, Sophie », dit Clémence d'une voix effrayante de calme. « Ils peuvent être doux, mais la vigne d'où ils viennent est en train de mourir. » Sophie fronça les sourcils sans comprendre, mais Clémence s'était déjà retournée. Elle ne claqua pas la porte, ne cria pas. Le temps des larmes était resté sur la terrasse avec l'épouse naïve qui s'était évanouie de faim. La femme qui retournait dans la chambre principale n'avait pas faim. Elle avait un plan, 2 jours. Le calendrier sur le bureau de Thibault marquait le compte à rebours. Mais pour lui, ces chiffres ne représentaient que des échéances de fusion d'entreprises et des réunions d'actionnaires. Pour Clémence, c'était le tic-tac final d'une bombe. L'hôtel particulier était en effervescence. La fusion de l'entreprise de Thibault avec un conglomérat textile était en phase critique, exigeant des signatures, des révisions et son attention totale. En même temps, Sophie exigeait des rénovations dans l'aile Est, réclamant son attention pour des échantillons de tissu et des couleurs de peinture. Thibault était à bout, un homme tiré par des chevaux, courant dans des directions opposées. Clémence entra dans son bureau sans frapper. Elle portait un tailleur gris sobre, les cheveux noués en un chignon sévère. Pas de bijoux, pas de maquillage pour cacher les cernes. Elle ressemblait à une femme d'affaires, pas à une épouse. Thibault était au téléphone, se massant les tempes, criant après un avocat à propos de clauses de responsabilité. Il remarqua à peine son entrée. « Posez ça là !» Il fit un geste vers la table pleine de piles de papier sans couvrir l'embout du téléphone. « Si ce sont les comptes de la maison, je signe après. »« Ce ne sont pas les comptes de la maison, » dit Clémence, la voix ferme coupant le chaos ambiant. « Ce sont les documents finaux du transfert des propriétés rurales de ma tante et quelques papiers de l'entreprise que le service juridique a envoyés pour votre validation urgente. Ils doivent partir aujourd'hui. » Thibault souffla, irrité, écoutant toujours quelqu'un parler à son oreille. « Maintenant, je suis en plein enfer ici, Chloé. » Il l'appela Chloé. 3 ans et au moment de plus grand stress, il avait encore recours au nom de sa sœur. La dernière fibre d'espoir, si tant est qu'il y en ait eu une, se désintégra. « C'est de la bureaucratie, Thibault, juste des signatures standards pour libérer les actifs. Vous faites confiance à ma gestion, n'est-ce pas ?» La question était un piège. Il avait vanté sa commodité quelques jours auparavant. Dire non serait admettre qu'il avait menti. « Bien sûr, donnez-moi ça. » Il raccrocha le téléphone et tira la pile de papier que Clémence lui tendait. Il était agité, ses yeux balayant les paragraphes sans vraiment lire, l'esprit toujours dans la discussion précédente et dans le message texte que Sophie venait d'envoyer, se plaignant de l'ennui. Clémence observa, son cœur battant un rythme lent et lourd de funérailles. Le premier document était la main levée de l'hypothèque de la ferme. Il signa d'un paraphe rapide. Le second était une autorisation bancaire, signée. Le troisième, habilement intercalé entre des rapports de durabilité, était le document de dissolution matrimoniale et de renonciation au droit, le divorce. Clémence retint sa respiration. S'il lisait l'entête, tout serait fini. Il verrait la date, il verrait les termes. Mais le téléphone vibra à nouveau. Thibault regarda l'écran, jura tout bas contre Sophie et, irrité par l'interruption, revint au papier avec une hâte redoublée. « Où je signe ? Ici !» Il désigna de son stylo la ligne pointillée qui mettrait fin à leur mariage. « Oui, » dit Clémence, « la même. » Le stylo à pointe d'or gratta le papier. Le son fut fort dans le silence du bureau, plus fort que n'importe quel cri, plus définitif que n'importe quel coup de feu. Thibault signa son nom, scellant le destin des deux. Il tourna la page, signa la suivante et la suivante jusqu'à la fin de la pile. « Voilà !» Il repoussa les papiers vers elle, reprenant déjà son téléphone pour rappeler l'avocat.
Autre chose, où puis-je retourner travailler pour payer les luxes de cette maison? Clémence ramassa les papiers de main ferme. Elle organisa la pile, frappant la base contre la table pour les aligner. Le bruit sec de la clôture. Elle regarda l'homme qu'elle avait aimé sous la pluie, l'homme dont elle avait guéri la fièvre, l'homme qui venait de la libérer sans même s'en rendre compte. « Non, Thibault, dit-elle. » Et pour la première fois en 3 ans, sa voix ne portait ni soumission, ni espoir, ni douleur. Elle ne portait que le vide absolu. Il n'y a plus rien. Le service est terminé. Thibault composait déjà un numéro, le téléphone à l'oreille. Il agita la main, la congédiant comme s'il chassait une mouche. « Très bien. Fermez la porte en sortant. » Clémence tourna le dos. Elle marcha jusqu'à la porte en chêne massif, sentant le poids des papiers contre sa poitrine, comme un bouclier. Avant de sortir, elle s'arrêta et regarda une dernière fois. Thibault lui tournait le dos, regardant par la fenêtre le jardin où Sophie se promenait. Il était entouré de son empire, de sa richesse, de son arrogance, et il était complètement, irrévocablement seul. « Merci, Thibault, » murmura-t-elle au bois de la porte. « Pour tout, il n'a pas entendu, il n'a jamais entendu. » Clémence ferma la porte d'un léger clic. Le bruit de la serrure s'engageant fut la fin de l'acte. De l'autre côté, dans le couloir, elle ne pleura pas. Elle respira profondément, remplissant ses poumons d'un air qui, pour la première fois depuis 1000 jours, semblait lui appartenir à elle seule. Le contrat avait expiré. L'épouse était morte. La femme était enfin vivante. Le lendemain matin, un silence antinaturel envahit les lieux. Dans l'hôtel particulier de Gray, il n'y avait ni l'arôme habituel de cardamome et de gingembre montant l'escalier, ni le bruit étouffé des pas pressés dans le couloir de service. Thibault se réveilla, la lumière du soleil blessant ses yeux et la bouche sèche, une irritation latente, pulsant dans ses tempes. Il regarda l'horloge. 8h30. Son thé était en retard. Il descendit les escaliers, boutonnant les poignets de sa chemise, prêt à distiller son venin matinal sur l'incompétence d'autrui. Il trouva la cuisine en effervescence, mais silencieuse. Les employés échangèrent des regards nerveux, tête basse, frottant leurs mains sur leur tablier. « Où est-elle » demanda Thibault d'une voix rauque. Il n'eut pas besoin de prononcer le nom. Le cuisinier le plus âgé désigna d'un geste tremblant l'étage supérieur, l'aile ouest, où se trouvaient les chambres moins nobles. Thibault ressentit un frisson inexplicable, une prémonition glaciale qui ne correspondait pas à la chaleur de Paris. Il monta les marches 2 par 2, ignorant la porte de sa propre chambre et allant directement vers la sienne. La porte était entr'ouverte, la chambre était stérilisée, il n'y avait pas de vêtements éparpillés. Bas les flacons d'huile aux herbes qu'elle utilisait pour traiter ses douleurs musculaires, ni les livres d'agronomie qu'elle lisait en cachette. L'armoire était grande ouverte, affichant des étagères vides qui ressemblaient aux côtes d'un squelette abandonné. Il n'y avait aucune trace de Clémence, à l'exception de 2 objets laissés méticuleusement au centre du lit parfaitement rangé. Son alliance et une enveloppe marron. Thibault se dirigea vers le lit comme si le tapis était fait de verre pilé. Il prit l'enveloppe. À l'intérieur, il trouva la copie du divorce, l'encre de sa propre signature semblant encore fraîche, se moquant de lui. Avec un billet écrit d'une écriture ferme, sans fioriture. Le contrat a été rempli. La dette de la ferme a été payée. L'épouse que vous n'avez jamais pris la peine de connaître est morte. Ne me cherchez pas. Vous avez déjà tout ce que vous avez toujours voulu. Le papier tomba de ses doigts. Le souvenir de la veille le frappa comme un coup de poing physique. Lui, signant des papiers sans lire, le téléphone à l'oreille, la voix nasillarde de Sophie se plaignant d'une réservation de restaurant. Il avait signé sa propre sentence de solitude et l'en avait remercié. Thibault courut vers le garage, ignorant les cris de Sophie, qui apparaissait sur le balcon enveloppée de soie importée. Il conduisit comme un fou dans les rues chaotiques, traversant le trafic jusqu'à l'hôtel particulier décadent de la famille de son épouse. Il avait besoin de réponses, il avait besoin de crier sur quelqu'un.
Il trouva Valérie, la matriarche ruinée, dans le jardin d'hiver, tenant un verre de gin à 10 heures du matin. Elle ne sembla pas surprise de le voir. Elle semblait, en fait, amusée et résignée. « Où est-elle » hurla Thibaut, saisissant les épaules de la femme âgée. « Où est Chloé partie ?» Valérie rit, un son sec et cassant, comme des feuilles mortes. Elle se dégagea de lui, arrangeant son châle avec dédain. « Chloé !» se moqua-t-elle, les yeux vitreux d'alcool et de malice. « Oh, mon cher et stupide magnate, Chloé est à Saint-Tropez avec cet instructeur de yoga depuis le jour du mariage. Vous n'avez jamais vécu un seul jour avec Chloé. » Le monde de Thibaut s'arrêta. Le bourdonnement dans ses oreilles étouffa le bruit de la ville à l'extérieur. « Que dites-vous ?»« Clémence !» cracha Valérie le nom comme du poison. La jumelle maudite, celle qui est née pour gâcher ma vie et apparemment réparer la vôtre. C'est elle que vous avez épousée. C'est elle qui a soigné votre fièvre. C'est elle qui a sauvé vos affaires rurales. Chloé ne saurait pas différencier un pied de blé d'une mauvaise herbe et ne nettoierait certainement pas votre vomi. Vous avez eu le meilleur de nous pendant 3 ans, Thibaut. La révélation fut un vertige. La fille de la pluie, la femme qui connaissait la terre, la dévotion silencieuse. Ce n'était pas une farce d'une mondaine gâtée essayant de jouer à la dinette. C'était l'essence de ce qu'elle était. Il était tombé amoureux des actions d'une femme qu'il méprisait par son nom. Thibaut recula, dégoûté de Valérie, mais surtout dégoûté de lui-même. Il sortit de cette maison qui sentait le moisi et l'ambition et retourna à son hôtel particulier, qui ressemblait maintenant à un mausolée de marbre froid. En entrant, il trouva Sophie dans le salon. Elle jetait les coussins que Clémence avait brodés à la main, les remplaçant par des pièces de velours synthétique criard. « Enfin vous êtes revenu » piailla Sophie sans le regarder. « Cette maison a besoin de vie, Thibaut. Ce style rustique de votre ex-femme était déprimant. Et nous devons parler du dîner de fiançailles. Je veux des orchidées blanches, des milliers. » Thibaut s'arrêta au milieu de la pièce. Il regarda Sophie. Vraiment, il la regarda, peut-être pour la première fois sans le filtre de la luxure ou de la nostalgie adolescente. Il vit la futilité dans les lignes de sa bouche, le vide dans ses yeux qui ne reflétaient que des chiffres. L'absence absolue de substance. « Sors !» dit-il. La voix était basse mais coupa l'air comme une lame. Sophie s'arrêta, un coussin en l'air. Elle rit nerveusement. « Quoi ? Ne sois pas bête, mon chéri. Je pensais... Sors de ma maison !» Le cri de Thibaut fit trembler les lustres de cristal. « Sors maintenant, prends tes affaires, ta futilité, ta cupidité, et disparais. » Sophie recula. Pâle. « Tu ne peux pas faire ça. Je suis l'amour de ta vie. Tu t'es débarrassé d'elle pour moi. Je me suis débarrassé de la seule chose réelle que j'ai jamais eue pour une illusion bon marché. » Thibaut s'avança vers elle, la coinçant contre le mur. « Tu ne vaux pas la poussière qu'elle portait sur ses chaussures en revenant du jardin. Tu voulais le titre, Sophie. Tu voulais l'argent. Il n'y a jamais eu d'amour ici, seulement une transaction, et mon solde est épuisé. Dehors !» Quand la porte se referma derrière Sophie, le silence revint. Mais cette fois, ce n'était pas la paix. C'était le vide absolu. Thibaut tomba à genoux sur le sol du salon, là où des mois auparavant, lui et Clémence avaient ri, couverts de peintures colorées pendant la fête des couleurs. Il toucha le sol froid, cherchant une chaleur résiduelle, un souvenir tactile du bonheur qu'il avait laissé échapper entre ses doigts. Il pleura, un son guttural et laid, le pleur d'un homme qui découvre qu'il tenait un diamant en pensant que c'était du verre et l'avait jeté à la mer. 6 mois passèrent. Le printemps fit place à un été torride, puis aux pluies torrentielles qui avaient noyé la région dans l'eau et la mélancolie. Mais Thibaut n'était pas là pour voir la pluie tomber sur son empire. Il était maigre, sa barbe, mal rasée, cachait son menton autrefois arrogant. Ses costumes italiens pendaient sur ses épaules. Il avait laissé l'entreprise entre les mains d'un conseil d'administration et utilisé chaque ressource de sa fortune et de son influence pour traquer un fantôme. Clémence n'était pas retournée à la ferme de sa tante. Elle n'était pas folle. Elle savait que ce serait le premier endroit où il chercherait.
Elle avait disparu dans le monde, utilisant sa part de l'accord, l'argent qu'il lui avait jeté avec mépris, pour construire quelque chose de personnel. L'indice final vint d'une revue d'affaires agricoles à Paris. Une petite note sur une start-up d'exportation d'épices biologiques qui révolutionnait le marché éthique, dirigée par une femme discrète et brillante. Thibault s'envola pour Paris la même nuit. Il l'attendit devant un immeuble commercial en briques apparentes dans le quartier de l'Opéra. Le ciel de Paris, gris et lourd, semblait partager son anxiété. Quand elle sortit, le cœur de Thibault s'arrêta et recommença à battre à un rythme douloureux. Clémence était différente. Ses cheveux, autrefois noués en tresses modestes, tombaient maintenant en vagues libres sur ses épaules, coupées dans un style moderne. Elle portait un manteau couleur camel sur un tailleur impeccable et marchait avec une autorité qu'il n'avait jamais vue dans sa maison, mais qui avait toujours été là, latente. Elle ne marchait pas la tête baissée, elle regardait l'horizon. Il sortit de l'ombre. « Clémence » dit-il. Elle s'arrêta. Il n'y eut ni sursaut ni cri. Elle tourna simplement son visage lentement et ses yeux rencontrèrent les siens. Il n'y avait pas de peur en eux. Pire, il n'y avait pas de haine. Il y avait seulement un calme distant, comme celui qui regarde un étranger qu'il a un jour connu dans un mauvais rêve. « Thibault » dit-elle. Le son de son nom dans sa bouche n'était plus une prière ni une excuse. C'était juste un nom commun. La pluie commença à tomber, fine et glaciale, bien différente des tempêtes chaudes de la région. Thibault ne s'en soucia pas. Il fit un pas en avant, désespéré, la posture brisée. « Je sais tout », dit-il, la voix étranglée. « Je sais pour l'échange. Je sais pour Chloé. Je sais que c'était toi. Tout le temps, c'était toi. » Dans la fièvre, dans les affaires, sous la pluie. Clémence resta immobile. La pluie mouillait son visage, mais elle ne scia pas. « Il vous a fallu trop de temps pour voir l'évidence, Thibault, mais cela n'a plus d'importance. » « De l'importance ?» Il s'approcha encore, la touchant presque, mais s'arrêta devant la barrière invisible qu'elle émanait. Il tomba à genoux sur le trottoir mouillé, ruinant son pantalon, ruinant son orgueil, offrant son humiliation comme monnaie d'échange. « J'ai été aveugle, j'ai été cruel, j'étais prisonnier d'une promesse du passé et je n'ai pas vu la vie se dérouler devant moi. Clémence, je crois que je t'aime. Non, je sais que je t'aime. Reviens avec moi, je serai le mari que tu méritais, je passerai le reste de ma vie à compenser chaque larme que tu as versée dans cette maison. » Les gens passaient dans la rue, regardant curieusement l'homme riche agenouillé sous la pluie devant la femme stoïque. Mais Clémence ne détourna pas son regard de lui. Elle regarda l'homme qui fut un jour son Dieu particulier, l'homme pour qui elle serait morte, l'homme qui l'avait fait se sentir invisible pendant 1000 jours et 1000 nuits. Elle soupira et un nuage de vapeur blanche s'échappa de ses lèvres. Elle tendit la main et pendant une seconde, le cœur de Thibault s'emballa d'espoir. Mais elle ne fit que toucher légèrement son visage, un contact doux, presque maternel, et d'une finalité dévastatrice. « L'amour n'est pas un interrupteur, Thibault, » dit-elle doucement. « On ne peut pas l'allumer juste parce que l'obscurité vous fait peur maintenant. »« Je peux changer, » implora-t-il, tenant sa main contre son visage. « J'ai changé. »« Je sais que vous avez changé, » dit-elle, retirant sa main lentement, mais fermement. « Mais moi aussi j'ai changé. La femme qui vous aimait, cette petite fille qui acceptait des miettes d'affection et appelait cela un festin, elle est restée dans cette maison. Elle est morte la nuit où vous avez donné de l'eau à une autre femme pendant que je m'évanouissais de soif. » Thibault sanglota, la tête basse, l'eau de pluie se mélangeant aux larmes. « Ne fais pas ça. Ne me condamne pas. Je ne vous condamne pas, Thibault. Je me libère. » Elle fit un pas en arrière, ouvrant un parapluie noir d'un clic sec qui résonna comme le bruit de cette serrure des mois auparavant. « Vous avez votre empire, vous avez votre santé, vous avez votre liberté. Utilisez-les bien. Mais ne me demandez pas de retourner dans la cage, juste parce que maintenant, vous avez décidé que vous voulez entendre l'oiseau chanter. » Une voiture noire s'arrêta sur le trottoir. Le chauffeur lui ouvrit la porte. Clémence monta, rangeant le parapluie.
élégante et résolue. Avant de fermer la porte, elle le regarda une dernière fois. Il n'y avait pas de triomphe dans son regard, seulement la paix. « Adieu, Thibault !» La porte se referma. La voiture s'éloigna, se mélangeant au trafic de Paris, devenant juste un autre feu rouge dans le brouillard. Thibault resta seul, agenouillé sur le béton froid, entouré de millions d'étrangers, avec le poids écrasant de tout l'or du monde dans ses poches et absolument rien dans les mains. L'acte final ne fut pas un cri, mais un murmure de pneus sur l'asphalte mouillé, emportant la seule vérité qu'il avait mis trop de temps à reconnaître. C'est la fin de l'histoire de Clémence et Thibault. Mais vous, pardonneriez-vous? Reviendriez-vous? Dites-nous en commentaire. Et à ce propos, aujourd'hui le commentaire de fin de vidéo sera quelque chose que je crois beaucoup d'entre vous vont demander. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, commentez partie 2. Après tout, je le dis toujours ici en commentaire, nos histoires sont certes fictives et des cas similaires peuvent souvent ne pas se produire dans la vie réelle, mais si ce n'est pas pour nous de rêver et d'imaginer un monde meilleur, quel est l'intérêt de regarder des vidéos comme les nôtres, n'est-ce pas? Et pendant que nous réfléchissons aux prochaines histoires de notre chaîne, que diriez-vous de découvrir la belle histoire de Juliette et Antoine? Celle-ci, c'est une histoire qui a une belle fin pour le couple et transmet un beau message. Envie de regarder? Cliquez dessus sur votre écran et venez. Comme toujours, je vous y retrouve. M.